Bonjour à tous et merci d'être présents en ligne et en présentiel pour participer à cette table ronde. Donc, qui va parler de l'accès du Sud aux nouvelles molécules, donc nouvelles molécules comprenant nouveaux antibiotiques et nouvelles molécules antivirales. Abdoul Salam, est-ce que tu es parmi nous? Merci. Donc, je ne vais pas présenter donc, la table ronde. Nous avons Étienne Ruppé, les personnes qui ont déjà été présentées, Alexandre Delbeux, et je vais laisser nos deux autres invités se présenter. Voilà. Et Victoire de Lestor, je suis infectiologue à l'hôpital Beaujon à Paris et je fais de ma recherche dans IAM, donc comme d'autres collègues ici, qui a un centre de recherche sur les anti-infectieux à Paris. Et donc moi je me présente, Laurence Armand-Lefebvre, donc bactériologiste à l'hôpital Bichat et également chercheur à l'unité IAM à l'université Paris-Cité. Je vais commencer à poser un peu la question à Abdoul Salam, qui a quand même la priorité, puisque c'est quand même eux qui ont les besoins. Est-ce que tu penses, je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire de demander l'accès à des nouvelles molécules, alors que l'a montré Alexandre, si on recherche, parce qu'on a eu cette discussion là, après la disponibilité de la céfazoline ou de la céfoxytine qui pourrait être utilisée en quantité importante sur tout ce qui est prophylaxie péropératoire, on n'y a pas accès. Et puis en même temps, on va demander l'accès à des ceftazidime avibactam, céphidérocol, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut-il se battre sur les deux points ou faut-il prioriser? Et quel est ton point de vue, toi, localement? Merci beaucoup, Laurence. Je pense que le choix est cornélien parce que au moment où on est en train de chercher des antibiotiques qui manquent pour combler le vide, c'est le besoin de ces nouvelles molécules s'impose aussi à nous parce que nous avons des profils de résistance pour lesquels ce sont ces nouvelles molécules qui sont indispensables pour le traitement. Donc, pour une question de santé publique, je pense qu'il faut se lancer pour les deux, tout en améliorant l'utilisation de ces molécules. Est-ce qu'il y a parmi nos invités des remarques, des réactions sur ces questions d'accessibilité des nouvelles molécules? Oui, moi je veux bien parler. Je pense qu'il faut qu'on se garde au nord d'une vision trop paternaliste sur utiliser déjà bien les vieilles molécules et puis ensuite vous aurez le droit de jouer avec nous avec les nouvelles. Le vrai problème pour moi, c'est la capacité à diagnostiquer quelle est l'infection. Parce que qu'on soit à Ouaga, à Bobo, à Lomé ou à Paris, si on a une infection avec un pio PDR ou un colis ou une Klebsielle NDM, oui, on peut utiliser la colistine, mais on sait les difficultés de ce traitement-là. Et donc, si on sait vraiment contre quoi on se bat, il n'y a pas de raison que, où qu'on soit dans le monde, on ne se batte pas pour que les patients puissent avoir accès aux traitements dits pour le moment les plus adaptés, sachant qu'on sait bien que entre le lancement d'une molécule et puis son utilisation 20 ans après, il y a toujours un écrémage qui se fait et un positionnement qui s'affine. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des discussions à ouvrir dans la salle? Alors, moi, j'ai une question qui sort un tout petit peu du champ classique et qui a trait à la phagothérapie, puisque Alexandre, tu y as fait allusion et puis je sais que tu t'y intéresses. Et je voulais poser la question à Abdou Salam, mais du coup, elle reste aussi ouverte à Alexandre ou à d'autres, pour qui veut. Est-ce que la phagothérapie, qui a peut-être moins de risques écologiques, mais qui n'est pas forcément simple d'accès, peut être une solution à Ouaga, enfin, au Burkina ou dans d'autres pays émergents? Et si oui, est-ce que vous y avez déjà accès? Est-ce que des voies d'introduction sont envisagées, envisageables ou peut-être déjà actives? Et, enfin, en gros, est-ce que ça peut vous paraître une solution
dans des situations un peu critiques ou même de façon plus ouverte. Mais, merci beaucoup. J'ai peut-être donné le point de vue. J'imagine que j'ai débuté, les autres compléteront parce qu'on se connaît tous le contexte qui est un contexte partagé parce il y en a aussi parmi vous qui avez de l'exercice dans notre contexte africain. En fait, de façon générale, le schéma ne peut pas être rectiligne où il faut passer par tel étage avant d'atteindre un autre. C'est un contexte de besoin. Et autant il y a des hôpitaux où nous avons des praticiens avec un système qui peut permettre l'introduction de ces nouvelles approches thérapeutiques, notamment la phagothérapie, autant nous avons des contextes dans lesquels l'accessibilité peut être limitée. Le tout doit se résumer à la solution pour le malade. Donc, ces mêmes nouvelles technologies, j'ai l'habitude de le dire, nous avons aussi dans nos contextes les dernières marques de téléphone, les dernières marques de voitures. Donc, en termes de système de santé, il faut aussi l'approcher de cette façon. Voilà. Donc, pour la phagothérapie, c'est des solutions. Pour le moment, en tout cas pour le contexte burkinabé que je connais bien, je n'ai pas connaissance d'utilisation de la phagothérapie pour résoudre les problèmes. Mais il y a des malades chez qui, quand on n'a pas d'alternative, si cette phagothérapie est la solution, il faut l'envisager. Merci beaucoup. Pour compléter un petit peu, il y a un réseau qui s'appelle Phage for Africa qui regroupe plusieurs centres à la fois de recherche et hospitaliers partout en Afrique, plutôt centrés quand même sur l'Afrique du Sud liée aux questions économiques, qui développent des programmes et des expertises autour de la phagothérapie, avec particulièrement des sessions de formation sur l'isolement de phage, la purification et choses comme ça. Moi, je pense que c'est une stratégie qui pourrait être intéressante, d'autant plus que la phagothérapie nécessite d'avoir une bactérie isolée et en fait est une banque vivante qui s'adapte à l'épidémiologie. Et donc pour pouvoir répondre aux problématiques régionales ou locales, c'est probablement d'ici, à un horizon plutôt long, mais une stratégie qui serait gagnante pour les pays en voie de développement. Le principal problème, c'est que où qu'on soit dans le monde, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont démontré qu'on pouvait faire de la phagothérapie à la place d'une antibiothérapie. On est déjà à attendre de montrer que rajouter des phages à des antibiotiques, ça apporte quelque chose. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra faire du antibiotique versus phage, et une fois qu'on aura prouvé que antibiotique versus phage, ça peut être utile, on pourra se poser la question de l'implémenter et de le développer en alternative à des antibiothérapies. Est-ce qu'il y... Bonjour, c'est Paul Huverter, je suis bactériologiste. J'ai une petite question pour ceux qui connaissent mieux que moi le contexte africain. Quand un patient, quand on se pose la question du recours à des traitements de dernière ligne, ça veut dire que le patient a été hospitalisé, qu'il a acquis une bactérie, qu'ensuite il s'est infecté, qu'on a pu en faire le diagnostic, qu'on a identifié le phénotype de résistance de la bactérie. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà raté pas mal d'étapes. Est-ce que... Alors évidemment, comme l'a dit Alexandre, quand un patient présente une infection due à ce type de bactérie, évidemment, il doit y avoir la possibilité de recourir à une antibiothérapie adaptée. Mais est-ce que le fait d'envisager ça sans envisager des mesures qui sont celles que je viens d'évoquer a un sens, d'une part, et d'autre part, est-ce que la contribution parce qu'on voit bien aussi, j'ai beaucoup aimé la diapositive qui montrait que la résistance telle qu'elle existe dans les pays en voie de développement et telle qu'elle est apparue et qu'elle s'est développée en Europe, c'est pas du tout la même histoire. Or là, j'ai un peu l'impression qu'on essaye d'appliquer les mêmes recettes à finalement des contextes qui sont complètement différents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mesures d'hygiène ou de prévention de l'infection à l'hôpital, je ne parle même pas des infections communautaires, qui pourraient, en s'adaptant au contexte, éviter ce genre de situation? Merci.
Alors moi, je peux commencer déjà un peu à répondre parce qu'effectivement, on travaille avec Alexandre au Togo, lui sur la partie guide antibiothérapie, moi sur la partie laboratoire. Et effectivement, il y a, c'est pour moi essentiel la partie diagnostic. Les cliniciens sont vraiment venus vers nous en nous disant il y a un vrai besoin diagnostic. Il y a besoin d'un diagnostic qui soit aussi dans lequel ils ont confiance, parce qu'il y a le côté on rend des résultats, ils n'ont pas toujours confiance et les résultats sont rendus tard et donc des fois après le besoin entre-temps et la molécule probabiliste a été mise, quelque chose de large et puis finalement le diagnostic arrive trop tard. Donc oui, clairement, il y a un vrai besoin diagnostic. Et puis si on fait le parallèle avec les molécules, enfin les nouvelles molécules utilisées en France, particulièrement réglementées, utilisables sur documentation bactériologique, donc sous-entendant qu'il y a un vrai besoin de diagnostic déjà de base bien et sur les nouvelles molécules ensuite. Et pour rebondir, je suis très content que tu parles parce que en fait, Abdul Salam, j'étais un peu fâchée de t'entendre dire qu'on mette en priorité l'action sur la consommation des antibiotiques, parce que alors moi je me dis que si on met les forces sur l'hygiène, non seulement il y aura moins de dissémination de bactéries multirésistantes, mais il y aura surtout moins d'infections, finalement, même qu'elles soient aux bactéries sensibles. Et donc, le fait d'avoir des mesures d'hygiène et alors, je parle des mesures d'hygiène là hospitalières, mais si on raisonne communautaire, tout ce qui est assainissement des eaux, enfin tout ce qui participe à cette transmission et cette présence de bactéries multirésistantes en permanence. Et je me dis, finalement, si on évite d'avoir les infections, on évite d'utiliser des antibiotiques. Voilà, c'est pour ça que... Bon, voilà, mais je le dis parce qu'en fait, je voulais te poser la question, mais le temps était... je ne suis pas... Voilà, je partage pas trop l'action sur les antibiotiques et sur le bon usage. Parce que finalement, s'il y a moins d'infections, il y aura moins besoin de bon usage. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur la question de Paul-Louis, les discussions. Juste, Paul-Louis, pour te donner un exemple, tu as un patient qui arrive en réanimation. On l'intube. Déjà, il est mis sous C3G au moment de l'intubation parce que le circuit de ventilation, il vient d'être nettoyé à l'eau au savon et à l'eau de Javel parce qu'on le réutilise. Donc, il est intubé et puis au bout de 7 jours, il se dégrade. Si la famille a de quoi payer, il va recevoir une antibiothérapie de seconde ligne, donc un carbapénem. Et si la famille a de quoi payer, elle payera éventuellement un prélèvement respiratoire pulmonaire. Généralement, ce qui se passe, c'est que, et c'est logique, on privilégie les soins à la connaissance, au diagnostic. Et donc, les gens vont d'abord payer les médicaments, et si vraiment, au bout d'une semaine, ça ne se passe pas bien, ils accepteront de payer un prélèvement. Mais si tu prélèves une PAVM sous carbapénem depuis 7 jours, et quand bien même tu aurais un résultat 7 jours après et qu'il est à peu près fiable, au final, on raisonne à l'envers. C'est-à-dire que quelle était la bactérie initiale, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est ça plutôt la vraie situation en clinique. Et donc, c'est ça qui rend les choses difficiles. Moi, vraiment, j'étais allé avec l'idée qu'on pouvait essayer de transposer les choses, mais... on serait à Paris sans capacité microbiologique où les patients ils devraient payer d'eux-mêmes leurs examens complémentaires ou leurs antibiotiques. On ferait exactement comme là-bas, c'est-à-dire qu'on ferait à la probabilité et au plus économique et on ne pourrait pas mettre en place nos programmes de bon usage où on a des débats sans fin sur est-ce que la céfoxytine marche sur Klebsiella, est-ce qu'il faut faire Claforan ou Roséfine. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais si justement tu mets les forces sur l'hygiène du ventilateur et sur le diagnostic de ce qu'il y a dans le ventilateur, ça t'évite, tu vois. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'était bien sûr. Non, mais un bon labo et des mesures d'hygiène sont les préalables pour pouvoir ensuite bien utiliser les molécules et y compris les nouvelles molécules. Après, Olivier. Non, je pense qu'Abdou Salam a des bonnes raisons d'intervenir parce que tu l'as piqué au vif là. Excuse-moi, Abdul Salam, je te laisse la parole. Laurence, oui.
je pense que nous justifierons tous avec des arguments nos deux positions. Et je pense que la dernière intervention est focus là-dessus. Quand on se retrouve au niveau d'une structure comme l'hôpital, les mesures de prévention, les mesures d'hygiène peuvent être, en tout cas, dans une balance, peuvent construire plus. Mais dans le contexte global que je décrivais, quand on pense à des actions spécifiques pour cette émergence, pour lutter contre cette émergence de la résistance aux antimicrobiens, je pencherai plus pour la réglementation, la consommation, parce que les actions d'hygiène c'est vrai que ça va impacter, mais c'est non spécifique et j'allais même dire c'est structurel. C'est vraiment des actions macro à l'échelle d'une ville, à l'échelle. Donc, l'impact direct sur la résistance, je doute un peu parce que beaucoup d'études en Afrique ont montré que ce n'est pas une expansion clonale. Je pense que partant sur ces arguments, nous trouvons quand même que la pression de sélection est pour beaucoup de choses, spécifiquement sur la résistance. Mais comme je le présente dans mes diapos, il y a d'autres facteurs liés au développement qui impactent et qui exacerbent le phénomène. Merci. Alors, Olivier, j'ai évidemment pas la compétence pour trancher votre débat. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si oui, non, mais oui, je pense qu'il faut effectivement pas. L'idéal, ça serait de faire les deux, c'est une évidence. Mais j'irais peut-être un petit peu dans le sens d'Abdou Salam, c'est que quand on voit que sur une donnée assez récente, la moitié des hôpitaux et des centres de santé n'ont tout simplement pas accès à l'eau courante, le chemin à parcourir pour avoir des critères d'hygiène tels qu'on pourrait imaginer que ça puisse avoir un impact sur l'antibiorésistance est tel que c'est peut-être pas forcément la première porte à ouvrir. Quand je parlais hygiène, je parlais aussi hygiène dans sa globalité. Hein. Eau courante, je suis entièrement d'accord. J'ai bien compris que tu voyais les choses de façon beaucoup plus large, mais ce seul indicateur-là montre qu'il y a un énorme chemin à parcourir et que attendre que cet objectif-là soit atteint pour se mettre comme autre priorité à contrôler la consommation d'antibiotiques, puisque ce n'est pas tellement un problème de prescription. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver. Alors, comme on vient de le dire, probablement qu'il faut s'attaquer à tout en même temps, mais s'attaquer à tout en même temps, si on veut vraiment y mettre les moyens et si on veut méthodologiser cette approche, ça demande des moyens financiers qui ne sont pas illimités et peut-être qu'il faudra quand même faire un choix. Mais s'il fallait vraiment faire le choix entre les deux, je me mets à la place de celui qui aura à trancher. Bon courage. Hein. Il y a des choses qui marchent très vite et qui coûtent pas très cher. C'est l'interdiction de la vente libre des antibiotiques dans les pharmacies. Ça, déjà, c'est des mesures qui permettent d'avancer très vite. La deuxième chose, c'est le contrôle aux frontières des importations de faux antibiotiques par voie terrestre. C'est très compliqué à mettre en place, mais c'est quelque chose qui sera impactant. Et au Togo, on le voit, hein, tout ce qui est importé par la mer, il n'y a pas de souci, c'est contrôlé. Par contre, ils ont des frontières terrestres extrêmement variées et vous avez un gradient nord-sud sur l'accessibilité de faux médicaments sur les marchés. Il y a ça et ça s'associe aussi à des capacités régionales de testing des molécules pour savoir, parce que même dans des productions dites officielles, il n'y a pas toujours les bonnes concentrations attendues. Et ça aussi, ça impacte vraiment. Et le dernier point, et c'est des réflexions qu'il y a au Togo, mais probablement aussi dans d'autres pays, c'est des équivalents de CMU pour justement ne plus avoir, que les patients n'aient plus forcément à choisir prélèvement ou antibiotiques, ce qui permettrait peut-être aussi d'améliorer la réflexion et les pratiques de bon usage parce que la famille n'aurait pas à discuter et à choisir entre la ceftriaxone et l'hémoculture.
Roland, un petit commentaire, Bah, une c'est discussion. pas un commentaire en antibiothérapie, mais on m'a demandé de venir pour parler de l'accès aux nouveaux antirétroviraux au Sud. J'étais quand même très troublé par vos présentations sur le fait que dans le domaine des antirétroviraux, l'impact de l'OMS est beaucoup plus dirigiste que dans l'antibiothérapie. On voit que c'est quand même très structuré, c'est très programmatique. Alors c'est subventionné aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que l'OMS impose des règles sur les prescriptions, sur les dispensations, sur un nombre de molécules qui n'a rien à voir avec le nombre de molécules de l'antibiothérapie, d'accord, mais des stratégies qui sont basées, c'est pas des bactéries, qui sont basées quand même essentiellement sur des approches de la résistance émergente. Et c'est ce qui s'est passé dans les programmes, dans les antirétroviraux, c'était basé, on arrête telle stratégie, on passe à une autre parce que les taux de résistance sont trop importants. Et ça s'applique dans les pays, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Je crois que Ibra, on avait fait des recherches sur les marchés avec différentes personnes. Il n'y a pas beaucoup non plus de contrefaçons d'antirétroviraux. On ne peut pas s'en procurer aussi facilement que ça. Donc c'est très dirigiste, en fait, en réalité, par rapport à l'antibiothérapie. Ce qui fait que l'accès aux nouveaux antirétroviraux, elle est pas très... La question n'est pas très importante. Parce que on s'occupe de première, de deuxième ligne dans les programmes, on s'occupe très rarement des troisième lignes, c'est un problème parce que ça pose des problèmes à certains patients. Et il faut se débrouiller un peu pour ces extrêmes d'une certaine façon. Mais c'est pas impossible que ça arrive dans les développements de l'OMS pour dire ok, il faut quand même mettre de l'argent et des stratégies là-dedans. Alors c'est très très différent, j'en conviens bien. Et puis c'est une histoire plus récente aussi que l'antibiotique. Et en tout cas, c'est beaucoup plus réglementé. Et on se dit quand même que par rapport à ce que vous disiez au Sud, il faut de la réglementation, quoi. Je veux dire, il faut pouvoir mettre de l'ordre dans les prescriptions, dans la dispensation, dans l'accès. Sinon, je pense que sinon, nous, dans le domaine des antirétroviraux, on en serait dans la même situation que l'antibiothérapie. Je pense que on aurait des taux de résistance aujourd'hui si on avait vraiment utilisé l'arga manu un peu comme on voulait les antirétroviraux, on aurait des taux de résistance beaucoup plus élevés que ce qu'on observe. Bon, c'est une réflexion, mais les situations ne sont pas pareilles. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi probablement des exemples à suivre et des idées à prendre parce que ça a justement bien réussi. L'OMS est quand même très peu dirigiste en général sur les antibiotiques. Il y a beaucoup de... quand on regarde leurs recommandations, c'est toujours très très vague et pas très précis. Et puis l'autre aspect, c'est quand même souvent c'est des infections très aiguës qu'il faut traiter rapidement. Il y a ce sujet de la fièvre. On traite le palu, puis après on réfléchit ou pas, et on met des antibiotiques. Et c'est vrai que dans le VIH, il y a un tout petit peu plus de temps qui permet aussi d'orienter les patients vers des centres spécialisés qui vont suivre les directives. Mais cela dit, comme toujours, quand il y a des bons exemples, il faut s'en inspirer. Il y a sûrement des bonnes choses à prendre de ce point de vue-là. Oui, mais c'est programmatique. C'est pas les mêmes situations que devoir traiter un peu partout des cas complexes. Bon, il y a un diagnostic, il y a une stratégie. On est vraiment dans le VIH par rapport à l'antibiothérapie dans un cas simple, mais très dirigiste, malgré tout. Et qui a en effet bénéficié d'être plus récent. Voilà. Et aussi de l'exemple qui s'était passé dans les pays pour le coup riches, où et c'est arrivé dans un deuxième temps, beaucoup trop tard, mais ça a bénéficié malgré tout ça. Moi, je suis frappée aussi d'à quel point il y a finalement plusieurs niveaux de regard de toutes ces problématiques. On a parlé du malade à l'hôpital qui en est à sa 3e infection en réa, c'est un cas extrêmement particulier. Et puis il y a l'aspect beaucoup plus global des choses, avec finalement l'énorme majorité, j'imagine, des antibiotiques qui sont donnés en ville, ou en tout cas consommés en ville, pour ne pas dire prescrire, puisque j'ai bien compris que beaucoup n'étaient pas prescrits. Et c'est évidemment ça quand même le terreau de la résistance. Et donc on a envie de s'attaquer, vous l'avez très bien dit, d'abord à cet aspect-là, avec à la fois le problème de la consommation et puis certainement de l'hygiène. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que évidemment qu'il faudrait que l'hygiène s'améliore, mais ça dépasse complètement même le rôle des agents de santé. Enfin, c'est un problème de développement général de ces pays et qui semble être une espèce de montagne difficile à franchir. Je suis quand même frappée par le fait que, en tout cas, dans notre expérience européenne, on va dire, ou de pays avec plus de moyens, il y a quand même des actions qui ont été faites et qui ont permis, dans certaines situations, de vraiment diminuer la résistance
et qui probablement pourrait être quand même adapté. Alors, il y a évidemment les aspects de vaccination, et je pense notamment à la vaccination contre le pneumocoque. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est généralisé maintenant ou disponible. J'en ai aucune idée. Donc je pose la question parce que ça a quand même été un très grand succès pour diminuer les souches de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline dans nos pays. Il y a également les aspects de diagnostic rapide. Alors j'imagine que c'est pas forcément disponible, mais je pense aux angines. Bon, c'est des choses qui sont pas forcément d'ailleurs toujours faites ici, mais qui ont quand même montré des très gros succès en termes de diminution de la résistance en ville. Et puis plus généralement à l'hôpital, là c'est l'exemple des SARM avec les solutions hydroalcooliques dans les hôpitaux qui ont quand même fait décroître de façon importante le SARM. Donc est-ce que ça c'est des choses qui finalement, à mon sens, ne coûtent pas forcément énormément d'argent? En tout cas, pour la vaccination, j'imagine que grâce au programme d'OMS et autres, il y a un accès qui est pas trop compliqué. Est-ce que ça c'est des choses qui pourraient aider aussi, et est-ce qu'elles sont faites? Je ne sais pas. Abdul Salam, est-ce que tu peux répondre à Victoire? Oui, ce sont des actions qui sont actuellement, en tout cas, très promues, avec déjà les maladies évitables par la vaccination, notamment le pneumocoque que vous avez parlé, les méningites bactériennes. Par exemple, nous avons des études qui montrent la quasi-absence, par exemple, de méningite à hémophilus B depuis l'introduction du vaccin. Nous avons le sérogroupe A qui est presque, j'allais dire, absent depuis 10 ans grâce au vaccin conjugué. Donc, sur les aspects de vaccination, nous avons encore, j'allais dire, la chance d'avoir des populations pro-vaccin avec le programme élargi de vaccination qui contribue en tout cas à réduire. Sur le plan maintenant des actions spécifiques de prévention des infections associées aux soins à l'hôpital, là aussi, j'allais dire, consécutivement en tout cas aux recommandations des plans d'action au niveau national, il y a des résultats qui sont là, mais qui ne sont pas certainement satisfaisants pour atteindre le niveau souhaité. Mais de façon pragmatique, des initiatives sont en cours, suivant bien sûr les schémas des trains qui sont arrivés à l'heure. Je pense que l'exemple des ARV est là. L'exemple des ARV est bien suivi parce que dans nombre de pays de cette région africaine, nous avons les guides de diagnostic et de traitement. Mais la limite, c'est l'accès, à la différence avec les ARV, qui sont vraiment codifiés et dont la disponibilité est assurée par le Fonds mondial avec des programmes bien structurés. Pour les antibiotiques, même si vous suivez les guides et les diagnostics de traitement, il faut que le malade se procure ces traitements. C'est un peu la différence. Voilà ce que j'avais à dire, mais je pense que d'autres personnes dans la salle aussi pourraient mieux expliquer les schémas. J'ai une question pour vous deux, justement pour faire le parallèle avec les antirétroviraux. Est-ce que chez les fabricants de l'industrie, parce que finalement ces antibiotiques de nouvelle génération coûtent très cher, ils sont destinés au marché du Nord à des prix défiant toute concurrence, même pour les angines. Donc finalement l'industrie s'en est sortie en donnant les droits, finalement, la production pour les génériqueurs de tout pays. Donc, est-ce que finalement, en antibiothérapie de nouvelle génération, il y a des initiatives, un peu de pression politique pour céder les droits et fabrication de nouveaux antibiotiques sur des cibles très particulières, à des quantités particulières qui se mettent en place? C'est peut-être une question pour Gilles aussi, là, je le vois de mon œil, là, à gauche. Ce que je peux juste te dire, c'est ce qu'il y a sur ce programme-là. Pour le céphidérocol et pour céphépime-taniborbactam, il y a un plan de développement d'essais adultes et enfants en cours. Et pour les deux, il y a des conventions pour production de ces molécules localement à des prix abordables pour les systèmes de santé des pays du Sud. Merci pour cette excellente question. Non, oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que
il y a, à ma connaissance, pas grand-chose qui se mette en place de façon systémique et structurée. En revanche, il y a des choses qui, grâce à la pandémie de Covid-19, se sont mises en place et semblent décoller contre toute attente pour ce qui concerne les vaccins et les antiviraux. Simplement, le principe de ce qu'on appelle des plateformes collaboratives peut parfaitement servir aussi au développement de molécules autres ou de traitements autres ou de vaccins autres que les vaccins antiviraux ou les produits antiviraux. Donc, il y a une piste qui est là en train de se mettre en place, sauf que la totalité des fonds qui sont disponibles aujourd'hui, la totalité des initiatives qui sont lancées aujourd'hui sont quasiment toutes destinées au développement de vaccins et de produits antiviraux. Voilà, donc c'est pour ça que je dis oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant et qui se met en place et qui pourra servir éventuellement à des infections bactériennes. Imaginons que des infections bactériennes émergentes à haute létalité se développent. J'imagine que ces plateformes pourront parfaitement être utilisées pour développer des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, Abdul Salam doit être peut-être encore mieux au courant que moi, il y a quand même aujourd'hui des financements extrêmement importants qui sont en train de se mobiliser, même si ça reste encore marginal et il y a plein de problèmes qui sont associés à cela, pour la production régionale de produits médicamenteux. Alors c'est un peu compliqué parce que pour que ces productions régionales existent, il faut bien sûr des infrastructures d'un niveau satisfaisant, des ressources humaines d'un niveau satisfaisant, de la régulation d'un niveau satisfaisant et des fonds d'un niveau satisfaisant, même si à l'échelle africaine, vous avez vu qu'il y avait une agence de médicaments qui venait d'être créée, qui n'est pas encore staffée, mais qui vient d'être créée, que le CDC africain s'occupe aussi de tout cela. Donc il y a là aussi quelque chose qui se met en place, mais il y a d'énormes contraintes qui sont associées, en fait, qui sont liées à l'industrie pharmaceutique. Parce qu'en réalité, pour que ces unités de production soient en capacité de produire, il faut qu'elles aient des droits de propriété intellectuelle sur les molécules qui vont éventuellement être mises à leur disposition, qui vont leur être déléguées, et ça n'est pas gagné. Et puis la deuxième chose, c'est que quoi que vous fassiez, même si elles avaient des droits gratuits sur la production de ces molécules, de toute façon, le coût de production sera toujours plus élevé que le coût de production des génériqueurs indiens ou chinois ou des non-génériqueurs indiens ou chinois. Donc il faut aussi que se mettent en place des mécanismes de subvention qui fassent que ça ne soit pas la loi du marché qui lie ces unités de production régionales, mais que ce soit, comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui pour certains développements avec les vaccins, que ce soit du public et du protégé qui permettent le développement de ces plateformes. J'ai bien fait de te poser la question. Hein. Nous avons tous appris. Et moi, je voulais juste revenir sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur est-ce qu'on doit privilégier l'hygiène ou la consommation des antibiotiques. Alors, moi, je penche plutôt sur le fait que, et je pense que c'est important, je pense que c'est l'hygiène qui doit être une priorité. Et on ne doit pas se dire que ça va être difficile. De toute façon, tout ce dont on a parlé, c'est difficile, on n'arrive toujours pas à le mettre en place à l'heure actuelle. Je dis ça, je ne suis pas le seul à le penser. Et moi, je suis scientifique, donc je regarde les études. Et les études, c'est ce qu'elles disent. Il y a des travaux de Peter Collignon. Il y a une étude très récente qui vient de sortir de Raxmi Narayan qui remontre ça, qui remontre bien que c'est le niveau de pauvreté, le niveau d'accès à l'eau potable, le niveau d'accès à une alimentation qui est saine, qui détermine la circulation de la résistance aux antibiotiques. Et ça, moi, j'en suis absolument convaincu, même si je suis aussi convaincu que la consommation d'antibiotiques a un rôle à jouer et qu'on doit travailler dessus. Mais simplement, nous autres scientifiques, quand on parle aux agences de régulation, aux agences de financement, je crois qu'on doit avoir un message assez clair sur ce qui doit être priorisé. Et je crois que c'est une de nos missions de leur dire, attention, l'hygiène, c'est extrêmement important, ça sort de notre champ de compétences. Nous, on ne sait pas construire des accès à l'eau potable, mais par contre, c'est un message qu'on doit porter. Voilà, c'était ma contribution au débat. Alors pour revenir un peu sur le thème principal qui était l'accès aux nouvelles molécules, étant donné le cadre actuel, donc difficulté diagnostique, difficulté de guide et d'encadrement des prescriptions, si demain on donnait un accès à toutes ces nouvelles molécules, est-ce que finalement il n'y aurait pas un risque de mauvaise utilisation et de finalement
augmentation de la résistance à ces nouvelles molécules et ultérieurement une non-possibilité d'utilisation parce qu'elles auront été prescrites dans des contextes ni diagnostiques ni cadrés par des prescriptions. Et faut-il, avant de demander l'accès à ces nouvelles molécules, bien encadrer les parties amont et aval? C'est là que l'exemple, non mais ça rebondit sur ce qui a été dit avant. C'est là que l'exemple de la manière dont ça a été fait pour les ARV sera très utile. Et qu'il faut certainement que ça soit très régulé, qu'il y ait un diagnostic microbiologique en amont, etc. Mais après, il faut y mettre les moyens parce qu'on a beaucoup moins de temps dans les infections bactériennes. C'est des infections aiguës et souvent, il faut aller très vite, surtout en empirique. Et donc, c'est là que ça va être plus compliqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est réfléchi au niveau de l'OMS ou des... Enfin, vous voyez, je ne sais pas, peut-être que vous avez la réponse au niveau de l'organisation ouest-africaine de santé, si voilà, d'imposer des règles, notamment de diagnostic et de juste prescription pour accueillir, entre guillemets, l'arrivée des nouvelles molécules et quelque chose qui est envisagé. Pour les encadrer. Oui, en fait, je voudrais peut-être... mitigé parce que si aujourd'hui on parle de besoin de ces nouvelles molécules, c'est que ça a été objectivé par des analyses. Le gap de diagnostic que nous apportons est un gap que j'allais dire à l'échelle. Sinon, il existe quand même des laboratoires de diagnostic dans des structures de santé qui permettent pour des patients, malheureusement pour toute la majorité, à cause du coût de ces examens qui ne sont pas subventionnés, qui permettent à l'occasion d'une infection de montrer que le niveau de résistance est tel qu'on a besoin d'une molécule qui n'est pas disponible. Donc, partant de ces arguments, il est important que ces molécules-là soient disponibles. Maintenant, une fois que ces molécules sont là, il y a nécessité effectivement dans le cas de comités thérapeutiques à l'hôpital, parce que même quand on parle des carbapénem, au niveau du comité des infectiologues, ce sont des molécules qui sont sacralisées à l'hôpital et dont la prescription requiert l'avis d'un comité thérapeutique. Mais là où l'on ne peut pas se rassurer, c'est de dire qu'en dehors de ce comité, qu'il n'y a pas de patients qui peuvent accéder à ces médicaments. Voilà, c'est ça un peu j'allais dire les hic. Sinon, il y a quand même des structurations qui permettent de bien guider l'utilisation de ces nouvelles molécules une fois sur place dans notre système de santé. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a quand même des laboratoires. On voit un peu... nous, on a vu un peu les extrêmes, mais c'est clair que c'est difficilement acceptable de se dire que il y a des patients, il y a 60-70% de BLSE dans les infections, même communautaires, infections urinaires, de se dire qu'il y a 70% des patients qui ne seront pas traités correctement parce que l'imipenem n'est pas accessible, c'est difficilement acceptable. Et de laisser pareil des gens mourir parce qu'il y a des molécules qui existent mais qu'elles ne sont pas disponibles, c'est effectivement pas acceptable. Et donc je partage complètement ton point de vue. Et c'est vrai que c'est aux autorités d'encadrer, parce qu'il y a c'est toujours pareil, c'est la réflexion, le collectif et l'individuel. Et de ne pas privilégier le collectif sur l'individuel et inversement, parce que secondairement, les conséquences seront sur l'individu. Je vais poser une question ou mettre sur la table la question One Health, parce que on n'a pas parlé tellement, un petit peu bien sûr, de santé animale. C'est vrai que cette dimension est relativement peu présente dans un pays riche comme la France, encore que, mais Abdoul Salam, on avait bossé un peu sur cette question il y a quelques années ensemble au Burkina Faso, et je me demandais si toi, au Burkina Faso, pour prendre un cas particulier, toi et les gens qui travaillent sur la rame au Burkina Faso, est-ce que vous avez réussi à établir une relation de travail structurée avec les collègues de la santé animale et de la santé environnementale, quand on sait que dans un pays comme le tien, comme dans beaucoup de pays africains,
l'un des principaux drivers déterminants de la résistance aux antibiotiques, c'est l'utilisation irrationnelle et très très large d'antibiotiques dans les élevages de toutes catégories, les petits élevages familiaux comme les grands élevages. Est-ce que vous avez réussi à développer quelque chose qui permette de jouer aussi sur ce déterminant et pas simplement sur ce qui se passe en santé humaine? Oui, Gilles, que je salue au passage, merci de rappeler effectivement ces souvenirs qui ont posé les travaux que nous avons eus, même si ça n'a pas abouti comme on le sait, pour des raisons. Je pense que ça a servi de base pour construire des structures qui travaillent, en tout cas en ce qui concerne la RAM au Burkina Faso, selon l'approche One Health. On a même mis sur pied ce qu'on appelle un secrétariat technique One Health qui travaille avec les 3 ministères concernés pour les programmes RAM. Il y a une coordination qui est tournante à travers les 3 ministères et les actions sont toujours mutualisées. Pour l'exemple de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens que nous avons mis en place, particulièrement la surveillance au laboratoire, nous avons des laboratoires vétérinaires qui participent à cette activité de surveillance si des antibiotiques spécifiques des animaux, mais aussi sur des antibiotiques que nous avons en commun. Et cette surveillance-là donne quand même une photographie de ce qui se passe et les actions sont menées en concertation avec ce domaine vétérinaire. Même s'il faut les signaler une fois de plus, c'est les extrêmes malheureusement et tout de suite on a vu toujours le bas de l'échelle. C'est normal aussi parce qu'on cherche à toujours aller vers de l'avant. En fait, dans le domaine vétérinaire, ce n'est pas encore dans les habitudes de diagnostic biologique à l'occasion d'infection. C'est une approche beaucoup plus syndromique qui se passe. Donc, les prélèvements pour les laboratoires vétérinaires sont très minimes comparés aux labos humains où déjà on n'est même pas satisfait. Donc, vous comprenez que ce sont des actions, mais qui ne sont pas à la même hauteur quand on met dans la balance. Merci beaucoup. Et si je peux ajouter un petit mot sur le One Health, je suis entièrement d'accord avec Abdul Salam. Les laboratoires vétérinaires ne sont pas habitués à prendre en charge des prélèvements, sont moins axés sur la résistance. Et alors effectivement, oui, le One Health et la transmission homme animal, elle est peu présente dans les pays développés. Il y a pas mal d'études en Angleterre et aux Pays-Bas. Et nous, on a fait une étude avec la Fondation Mérieux à Madagascar. Et en fait, on observe vraiment des transmissions de souches identiques, clonales, entre l'homme, l'animal. Et mon avis personnel et mon hypothèse est que l'eau et le vecteur, d'où l'importance de l'hygiène entre les souches humaines et animales. Et la deuxième chose qu'on a observée, c'est une transmission de plasmides. Il y a quelques plasmides, dont un particulier, qui disséminent de façon extrêmement importante et qu'on retrouve dans les souches humaines, animales et environnementales. Et pour être allé à Madagascar et d'avoir vu réellement l'eau qui fait le lien entre l'homme et l'animal avec tout le monde qui baigne dans le même environnement aqueux et toutes ces souches qui se transmettent. Et donc, en voyant ça, c'est une évidence que le One Health ne peut pas être vu de la même façon à l'échelle des pays à haut revenu et à faible revenu. Et il y a clairement cette dimension One Health, elle est de mon point de vue, très importante dans les pays comme les vôtres à ressources limitées, parce que c'est un des facteurs de cette transmission permanente de bactéries résistantes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques ou discussions. Rien dans le chat. Écoutez, je vais tous vous remercier pour votre participation à cette table ronde et à l'ensemble de la journée scientifique IMEA, qui est un grand succès. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci, au revoir.